Bon, je vais traiter ici un amortissement progressif. Un amortissement progressif, donc je vais faire une table d'amortissement progressif qu'on peut enregistrer bien sûr dans la comptabilité en passant les écritures adéquates. Voilà, supposons qu'on a un amortissement progressif ici qui va se faire en 10 ans. Voilà, je vais coordonner 10 ans, donc il faut le nombre d'années. Voilà, et la valeur initiale qui est V0. Alors, je vais considérer une immobilisation dont le coût d'acquisition s'élève à, on va dire, 100 000 unités monétaires, 100 000 UM. Voilà. Alors, on va amortir ça dans une durée prévue d'utilisation qui est prévue. Bien sûr, quand je dis prévu, c'est probable. Hein. Durée probable d'utilisation de 10 ans. Ça se pourrait que dans les 3-4 ans, bon, la machine n'existe plus. Pour plusieurs raisons. Peut-être qu'elle est cassée, peut-être qu'elle a subi des dégâts, peut-être, bon, il peut tout arriver. Dire en attendant, on ne connaît pas, je veux dire, dans les 10 ans, quelqu'un qui. Voilà, on ne peut pas faire des prévisions à 10 ans. Hein, je veux dire, on le fait, ben, c'est probable, probablement, mathématiquement. C'est comme quelqu'un qui se dit, bon, je vais faire un projet sur 10 ans, je vais construire une maison, mais dans les 10 ans, il est peut-être mort. Avant, dans les 5 ans, il est peut-être mort. C'est ça que je veux dire. Il n'existera plus voilà, dans les 5 ans. Donc, je veux dire, c'est bien de faire des projections, c'est bien, mais il faut toujours prendre la donne, mettre la donne en compte. Quand il y a du probable, ben, je veux dire, c'est probable jusqu'à une certaine probabilité, parce que je veux dire, si la machine elle viendrait à casser, ou il y a des inondations, et que, voilà, par exemple, la société sur une zone inondable, et qu'il y a de l'eau qui vient, voilà, inonder, voilà, le terrain, meubles et immeubles, meubles et immeubles de la société, et que les machines sont prises en, voilà, que les machines sont prises en, voilà, dans les dégâts des eaux. Mais qu'est-ce qui peut se passer? Les machines sont out. Elles sont out. Maintenant, il y a des assurances pour ça. Hein. Tout dépend comment on va intervenir l'assurance. Mais disons qu'on peut racheter de nouvelles machines, c'est-à-dire faire un nouvel investissement sur de nouvelles machines. Mais on repart sur un nouvel investissement. C'est ça que je veux dire. Les calculs sont défaussés. Les calculs ne sont plus les mêmes. Hein. Je veux dire, si la machine, au bout de 5 ans, vous avez fait un amortissement probable sur 10 ans et que 5 ans après, la machine valait une valeur résiduelle, ben, si maintenant elle tombe en panne, elle tombe en panne de manière à ce qu'on ne sache plus la réparer, elle devient irréparable, eh bien à ce moment-là, on acquiert une nouvelle machine, peut-être plus sophistiquée ou peut-être même du même type. Mais si vous achetez du même type, vous repartez voilà, sur une durée probable et une nouvelle valeur d'acquisition. Vous n'êtes plus sur la valeur résiduelle de l'ancienne machine parce que l'ancienne machine n'est plus là. Donc, les prévisions, la probabilité, c'est bien jusqu'à un certain niveau parce qu'on ne connaît pas l'avenir, hein, je vous le dis tout de suite. Que ce soit pour les êtres humains ou les machines. Hein. Les machines, on ne sait pas combien de temps que ça va aller. On fait une durée de prévision sur les machines. Mais voilà, c'est comme. Les prévisions, c'est toujours ça. On ne connaît pas on fait des calculs qui pourraient. Qui devraient être mathématiquement comme ça durant les cours des années qui vont suivre, mais c'est pas dit que ça va se passer comme ça. Il y a la théorie et il y a la réalité du terrain. Voilà. Parce que maintenant que vous allez faire des investissements, vous allez faire des prévisions sur, je veux dire, une entreprise, sur 10 ans, et la 5e année, elle tombe en faillite, voilà, elle ferme boutique. Je veux dire, voilà, c'est bien. Pour le coup, vous avez voulu faire des calculs, c'est très bien, mais le problème, c'est que les calculs ne sont pas viables jusqu'à au-delà de 5 ans, parce que 5 ans après, l'entreprise est tombée en faillite. Donc on ne connaît pas le futur, c'est ça que je veux dire. Donc, même malgré tout, c'est pas parce qu'on ne connaît pas le futur qu'il peut y avoir quelque chose de, complètement, bouleversant. Quand on parle de la mort d'une personne, c'est bouleversant. Voilà, c'est quelque chose qui va complètement vous bouleverser la donne d'une famille ou peu importe la donne de tout ce que vous voulez, des amis, des collègues, etc. Mais une machine, c'est pareil. Une machine, bon, je veux dire, si vous faites un calcul d'amortissement sur une machine, je veux dire, c'est après quelques années. Parce qu'il y a machine et machine, je vous le dis tout de suite. Hein. Il y a des petites machines qui coûtent 5 à 10 000 euros. Il y a des machines qui coûtent 100 000 euros. Et il y a des machines qui coûtent 300, 400, 500, 600 000, voire il y a des machines à 1 million d'euros. Hein. Tout est possible. Hein.
dans des chaînes de production, tout est possible. Hein. Je veux dire, il y a des entreprises qui sont des entreprises mastodontes qui se permettent des machines de taille qu'une petite entreprise ne peut pas rivaliser à acheter parce que n'a pas les moyens, les capacités dont possède le mastodonte d'entreprise. Et il y a entreprise et entreprise, bien sûr. C'est pour ça qu'il y a, voilà, une entreprise n'est pas l'autre. Mais une petite entreprise peut vivre dans un milieu, je veux dire, économique, c'est pas un problème. Voilà, c'est tout. Le tout, c'est de savoir se battre. C'est de savoir se battre dans un milieu qui est féroce. Parce que je veux dire, ce qui est féroce, c'est la concurrence. C'est, je veux dire, on n'a pas les mêmes. On n'est pas logé à la même enseigne parce qu'une petite entreprise n'est pas une grosse entreprise, n'est pas un mastodonte au niveau des entreprises. Bon, les mastodontes ont des moyens, bien sûr, que n'ont pas les petites entreprises, hein, je vous le dis tout de suite. Et donc, ils peuvent se permettre d'acheter des machines voilà, défiant toute concurrence. Hein. Ils peuvent se permettre des choses que d'autres n'ont pas la capacité voilà, de pouvoir avoir. Et donc, doivent se battre dans un milieu qui est hautement concurrentiel. Et c'est ça, une partie de la concurrence vient de là. C'est qu'il y a des sociétés qui sont, je veux dire, qui ont les moyens. Et d'autres, voilà, vous devez vous battre. Une société doit se battre dans son environnement. Elle doit se battre dans son environnement. Bon, elle ne va pas essayer de rivaliser avec les mastodontes, parce qu'un mastodonte, ça reste un mastodonte. Les mastodontes, comme je le dis, ils ont voilà, ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont l'argent. Quand ils ont l'argent, une entreprise qui a complètement, je veux dire, les moyens de sa politique, ben, il peut engager du personnel compétent, je veux dire, en nombre. Il va avoir une armée voilà, d'hommes à ses dépens. L'entreprise sera, je veux dire, gérée par une multitude de personnes, où on aura une multitude d'ouvriers, une multitude d'employés, une multitude de managers, une multitude de tout ce que vous voulez. Donc c'est une armée. C'est une armée voilà, qui font tourner voilà, une mécanique qui est voilà, le roulement, voilà, qui est la production, je veux dire, la production et la circulation de flux voilà, de l'entreprise à grande échelle. Parce que je vous parle de grosses entreprises qui ont les capacités. Eux, ils font tourner bon, voilà, ils peuvent même s'acheter voilà, des lignes de chemin de fer pour pouvoir faire passer des trains et qui puissent venir jusqu'à leur entreprise. Ça, c'est les grosses entreprises. Ils ont les capacités voilà, d'avoir des petites mini-centrales électriques. Ils ont des mini-centrales électriques. Voilà, ils ont voilà, des chemins de fer qui rentrent dans leurs entreprises. Ils ont voilà, des voies de navigation qui leur sont dédiées. Et je veux dire, ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont tout ce qu'il faut parce qu'ils ont les capacités et les moyens de se disposer dans des endroits que d'autres n'ont pas les moyens voilà, n'ont pas les moyens de se poser. Toute entreprise ne se pose pas n'importe où. C'est comme une habitation. Quand vous voulez habiter quelque part, voilà, quelqu'un qui a des moyens qui ne sont pas suffisants, il ne peut pas aller dans des zones résidentielles, voire des zones, des régions où, je veux dire, on n'a que des, voilà, des résidences, on va dire, de style villa. Voilà, tout le monde ne peut pas se permettre une villa. Alors je vous rappelle qu'une villa, il y a des villas à 300 000 euros, c'est des petites villas. Alors au-delà de ça, on a des villas qui vaut 400 000 euros, 500 000, 600 000, 700 000, 1 million d'euros, 2 millions d'euros, 3 millions d'euros, et vous avez tous les prix. Hein. Vous avez tous les prix au niveau des villas. Alors, une personne qui n'a pas les moyens ne peut pas habiter là où il y a, je veux dire, des zones résidentielles avec des villas de 1 million d'euros. Hein, parce que les terrains là-bas sont faits justement pour se permettre une maison d'1 million d'euros et pas en deçà. Pas en deçà. Et donc pour les entreprises, c'est la même chose. Une entreprise qui veut se positionner quelque part, il ne pourra pas le faire s'il n'a pas les moyens de sa politique. Voilà, donc il devra se mettre dans un environnement voilà, qui lui est bon, permis, c'est-à-dire permis par rapport à ses moyens de se disposer dans une région bien précise. Voilà, et donc à partir de là, elle va se positionner là, mais le problème, il y aura des transports, il y aura plus de transports à faire pour aller d'un point A à un point B par rapport à un autre qui est bien situé. Voilà. Et je pense à toutes les capitales, hein, par exemple les grandes capitales européennes, que ce soit Londres, voire Paris, voire il y a des zones, voilà, des zones résidentielles. Voilà, il y a des zones résidentielles avec des bureaux. Et les bureaux dans les zones résidentielles sont coûteux. Paris, Bruxelles, etc. Bon, c'est pas donné à tout le monde, je veux dire, d'avoir un bureau dans certaines, parce que c'est coûteux, ça coûte cher.
Alors, certains ont les moyens, c'est ça que je veux dire. Nous, on ne trouve aucun problème à, voilà, pour avoir voilà, des immeubles complets, voire 5, 6, 7 étages, voire 10 étages, ou voire l'immeuble complet pour eux. Ils ont des immeubles complets qu'ils ont construits. Voilà, ils ont voilà, leur forteresse, voilà, leur bureau, leur point nodal, c'est leur bureau central qui est centralisé à Paris, New York, voilà, etc. Et donc ça, il faut les capacités, voilà, je veux dire, financières pour pouvoir, je veux dire, se situer dans certains endroits. Donc, alors, tout ça pour vous dire quoi? Ben, ici, on fait du prévisible. Hein. C'est imprévisible, c'est pour 10 ans. Maintenant, si dans 10 ans la machine n'est plus là, tant pis. On va dire ça comme ça. Bon, alors, l'amortissement progressif, ben, je vais mettre une valeur initiale de 100 000 unités monétaires. Je vais mettre, voilà, 10 ans. Sur 10 ans. Alors, comment calcule-t-on, je veux dire, l'amortissement progressif? Bon, il suffit de trouver le premier terme. Hein. Voilà, je vais chercher le premier terme au travers d'une formule ben, qui va travailler uniquement sur V0 et le nombre d'années. Alors, je rappelle que la formule, c'est 2V0 n fois n plus 1. C'est une formule que j'ai vue voilà, auparavant. Et grâce à ça, vous trouvez le premier terme. On l'a. Une fois qu'on a ceci, ben, le deuxième terme, il est facile parce que c'est toute une suite. On aura 2A1 pour la période 2, puisque c'est A2. Voilà, période 2. Alors pour la période 3, on aura A3, c'est 3A1 pour la période 3. Puis on aura A4, c'est 4A1, c'est la période 4. Et ainsi de suite. Alors, bien sûr, jusqu'à 10 ici, parce qu'on a 10 ans, c'est 4A1, ce sera la période pour la période 10. 10 à 1, je m'excuse, 10 à 1. Donc, en d'autres termes, on a K fois A1 qui est AK. A1 10K vaut K fois A1. Ou K, bien sûr, c'est un entier. Je dirais même un index. K fait partie des index. C'est une indexation aussi. Hein, parce que, bon, 1, 2, 3, 4, bon, A1, c'est une fois A1. Bon, A1, c'est une fois A1. Voilà, bien sûr, I, à partir des indexations, on retire le 0. Pourquoi? Parce que, regardez, si on a 1, 2, 3, 4, tralala, jusqu'à N. Voilà. Donc, en fait, K est une indexation. Il est indexé. D'ailleurs, ici, il est indicé. Hein. K est un indice ici. Celui-là est un indice. Par contre, celui-ci n'est pas indicé. C'est pas un indice. C'est un index. Mais qui va évoluer par pas de 1. Donc, on aura combien? On aura 1, 2, 3, 4, puisque 4, voilà, K fait partie de l'ensemble voilà, des indices ou des indices ou des index. Indice ou index. Alors, ce qui est bien dans un index, c'est qu'on peut aller rechercher, quand on connaît l'index, c'est comme en informatique. Hein. En informatique, si vous connaissez l'index, ben, on peut, grâce à l'index, en faire une clé. Une clé pour permettre de rechercher des informations. Et donc, par exemple, si j'ai l'index 4, mais je peux aller chercher la période 4. Si j'ai l'index 9, je peux aller chercher la période 9. Et ainsi de suite. Donc, l'indexation, l'indice ici qui joue le rôle d'index, c'est-à-dire index, bon, c'est un indice variable, on est d'accord, mais l'index permet de trouver n'importe quelle valeur, voilà, d'amortissement, voire d'annuité, à n'importe quel moment de la période PI. Donc on peut faire une recherche par l'intromise d'un index qui est I. Donc si je vais chercher le 9, ben, ce sera A9. Et donc ce sera 9 fois A1. Donc, assez facile de trouver, je veux dire, des éléments. Alors, on va commencer ça. Voilà. Alors, bon, c'est plutôt ceci que j'ai besoin. Bon, donc, valeur initiale. J'ai dit que je vais travailler sur un montant de 100 000. Bon, les valeurs initiales, je peux le mettre une fois, mais j'ai dit que les valeurs initiales, je les répète. Ici, moi, je les répète. Hein.
Je les répète, bon, ça dérange pas que je les répète, de toute façon, voilà. C'est-à-dire que si je mets 100 000 ici, alors j'ai dit, là, ça je vais mettre la période, c'est des périodes annuelles ici, hein, période, voilà, basée sur 10 ans, voilà, prends celui-ci, je tire, voilà, sur base de 10 ans, 100 000 bien sûr, nombre, je vais mettre un séparateur de milieu à 0 décimal, voilà, je vais agrandir ici, un peu plus, voilà. Alors, ce montant-là, bon, la valeur initiale, elle est la même partout. Elle est la même partout. Et maintenant, je vais mettre bon, ce qu'on appelle, voilà, les annuités ou les, comment on appelle ça, les... Alors pour ça, je vais chercher la valeur de l'amortissement. Voilà, amortissement. Amortissement. Attention que c'est un amortissement périodique, c'est-à-dire annuel ici dans ce cas-ci, parce que la période vaut l'année. Donc c'est une période annuelle, donc l'amortissement ici, l'amortissement périodique, et donc amortissement annuel, parce que la période est l'année. Donc ici, je mettrai la formule, c'est 100 000, fois 2, bien sûr, 2V0, divisé par 10 ans, fois 10 plus 1. Voilà. Ouais, c'est vrai que ça donne des virgules. Bon, ça ne te dérange pas. Je vais mettre avec... Je vais bien mettre à 2 décimales. Open. Nombre. Séparateur du milieu. Je vais garder 2 décimales. Voilà, comme ceci. Alors, je vais le faire pour tout ça, en fait. Voilà le formatage du nombre. Le nombre est formaté. Et bien, à partir de là, ben, je peux trouver... Ouais, celui-ci, l'amortissement numéro 2, c'est le double du premier. Donc, on voit bien qu'il est progressif. Celui-là, il vaudra 3 fois. C'est assez simple, puisqu'il vaudra 3 fois le premier. Donc, il vaudra 3 fois le premier. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Voilà. Le 4 fois le premier. Donc, ça, comme 1, 2, 3, 4 monte, par rapport... Voilà, c'est 1, 2, 3, 4 monte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 monte. Ben, comme ils montent tous par rapport à une fois le premier, 2 fois le premier. Voilà, ça c'est 2 fois le premier, 3 fois le premier, 4 fois le premier, 5 fois le premier. Bon, ça monte, c'est progressif. C'est progressif. Bon, alors pour ça, je vais plutôt mettre une formule pour pouvoir la tirer. C'est cette cellule-là multipliée par celle-là, mais celle-ci elle est constante. Cette cellule, donc, je la mets, c'est toujours par rapport à un qu'on calcule. Donc je vais mettre des dollars pour dire que on calcule uniquement voilà, comme ceci. Et il suffit de tirer ceci. Voilà, et j'ai l'amortissement. Donc 3620. 36 pour la deuxième année. 5454,55 pour la, on va dire, troisième année, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Voilà. Alors, le cumulé, c'est ça, plus celui-là. Et ça se cumule. Donc, ouais, attention qu'ici, le premier, il vaut celui-là, parce qu'il n'y a rien avant. Voilà. Par contre, ici, c'est celui-là, plus celui-là. Voilà. On retrouve ces 455 000
55, si je vais jusque-là, ben on retrouve nos 100 000. Alors, pour démontrer pourquoi on trouve 5 000, 100 000 en... Voilà, je pourrais le démontrer. On trouve 100 000 sur base de tout ça. Alors, remarquez qu'ici on a 10 909 et là 10 909, 5 455, 5 400. Voilà. Alors le 18 000 il sera là. Voilà, je pourrais démontrer tout ça, mais enfin bref, c'est pas le but de la manœuvre. Ici, ça bien sûr, c'est le cumulé. Alors le résiduel, bah, il suffit de faire, on fait 100 000 moins 1800, voilà, il va rester plus que ça. Et puis pour celui-là, on retire de ceci, on va enlever celui-là. Et ainsi de suite. Si je tire, ah, c'est pas normal. Bon, un petit instant, je vais corriger quelques petites choses. Ça, c'est l'amortissement, on va dire annuel. Voilà. Ici, on a l'amortissement cumulé. Alors, bien sûr, ça a à voir avec les amortissements progressifs. Voilà. Alors, on avait... Donc, je vais recommencer. Donc, celui-ci, le résiduel, c'est 100 000 moins celui-là. Voilà. Ça, c'est la valeur résiduelle. La valeur résiduelle. Ensuite, ici, on va voir celui-là moins celui-là. Et il suffit de tirer. Voilà, et ça c'est bon. C'est 0. Parce que je l'avais fait par rapport à l'amortissement cumulé, c'est pour ça que c'était pas bon. Je vais faire par rapport à l'amortissement, bien sûr, annuel, pas le cumulé. Voilà. Et donc là, vous avez un amortissement progressif. Où il est progressif, vous le voyez. Il est progressif dans cette zone-là. Ça, c'est les amortissements, ils sont là. C'est ça qu'il faut tenir compte dans les comptes. Hein. Dans les comptes, c'est avec ça qu'on va manipuler. Voilà, c'est ces valeurs-là qui doivent se retrouver dans les comptes d'amortissement. Et aussi, en chaque année, dans les comptes de dotation aux amortissements, c'est-à-dire aux charges. Hein. Voilà, il va repasser ça aux charges. En fin d'année, bien sûr. Et donc, chaque année, on va solder le compte pour chaque étape. La valeur résiduelle, enfin, l'amortissement annuel va être soldé chaque année quand c'est terminé. Et donc, on pourra trouver la valeur résiduelle, soit avec les comptes d'amortissement, on peut trouver la valeur résiduelle en faisant des petits calculs, ou soit avec le compte, je veux dire, d'immobilisation. Hein, l'immobilisation pour laquelle on va, je veux dire, amortir. C'est-à-dire, soit ce sont des... On peut y amortir ce qu'on veut, voilà, c'est-à-dire les frais d'établissement, mais généralement, on va amortir les immobilisations corporelles et incorporelles. Voilà. Et si c'est des immobilisations corporelles, c'est matériel roulant, voilà, installation machine-outillage, mobilier, voilà, etc., etc. Et donc, si par exemple je manipule un amortissement sur véhicule, enfin, ou autre, hein, enfin, des mobiliers ou des machines, supposons que c'est du mobilier, eh bien, si je fais un amortissement progressif sur le mobilier, voilà, ici par exemple, eh bien, ceci, je peux trouver la valeur résiduelle grâce, voilà, à l'écriture du compte mobilier. Hein. Voilà, ce qu'il y a au débit au crédit, on s'est trouvé, grâce à ce qu'il y a au débit et ce qu'il y a au crédit, on s'est trouvé les valeurs résiduelles. En faisant un petit calcul, bien sûr. Hein. Petit calcul de sommation.
Et bien sûr, il y a une soustraction par rapport à la valeur initiale. Voilà, donc vous voyez qu'un amortissement peut être calculé de la façon suivante. Hein. Amortissement progressif. Il suffit de calculer le premier amortissement. Alors maintenant, celui qui veut manipuler Excel, bah, il peut mettre des couleurs en arrière-plan. Voilà. Ici, je vais mettre du jaune. Ah, ici, après, ça devient du travail artistique pour ceux qui veulent remplir son tableau. Il peut l'arranger pour que ce soit présentable correctement. Voilà, mais ça, c'est du travail, je veux dire, artistique. Il choisit ses couleurs. Ce qui est intéressant de faire pour pouvoir faire ressortir, jaillir, je veux dire, voilà, le plus intéressant ici, c'est ceci, bien sûr. Donc, vous pouvez le mettre même en gras. Voilà, en gras. Et si vous voulez de l'italique, voilà, vous mettez en italique. Donc après, bien sûr, quand vous avez rempli un tableau, il y a bien sûr les calculs. Oui, ça je peux expliquer aussi un petit peu. Je veux dire, quand vous faites un tableau, il y a la conception, bien sûr, conception, on va dire, conception assistée de tableau. Donc vous faites les, voilà, qu'est-ce qui doit aller dans quoi. Bon, parfois, ici c'est un tableau assez facile. Voilà, vous avez, voilà, ça concerne les progressions, voilà, comment on appelle ça, les amortissements progressifs. Et donc là, on sait bien qu'on va voir les périodes, l'amortissement, on va dire annuel, l'amortissement cumulé. Là, comment on appelle ça, la valeur. Oui, attention qu'il y a la valeur d'acquisition d'abord. Donc il y a la valeur d'acquisition. Valeur d'acquisition, ou le V0, valeur d'acquisition, prix d'acquisition, peu importe comment vous l'appelez. Et là, après, vous allez avoir l'amortissement annuel, l'amortissement cumulé. Et bien sûr, faudra mettre une colonne. Donc, c'est comment on va organiser ces colonnes. Sachant qu'il y a 10 périodes, on sait bien comment sera le tableau. C'est un tableau de type rectangulaire. Hein. C'est un tableau de type rectangulaire. Et donc, ici, comme il y en a voilà, des titres, des titres, voilà, des sous-titres, ben, le tableau, on sait comment l'organiser. Et ça, c'est ce qu'on appelle la conception assistée par... enfin,
sa conception, c'est de la C. Comment est-ce que je pourrais appeler ça? Bon, c'est la conception de tableau, CT. On va dire ça comme ça. C'est la conception de tableau. Bon, après, quand vous avez fait les conceptions de tableau, après vous faites tous les calculs. Hein. Une fois que vous savez comment doit être présenté votre tableau, après c'est de présenter les calculs. Donc c'est tout le travail de ce que doivent contenir les cellules. C'est voilà le travail de mise en, je veux dire, en lien euh, des relations cellulaires. C'est-à-dire, c'est de mettre toutes vos formules. Hein. Voilà, la mise en lien des relations. Ben, lui, il est lié avec celui-là. Enfin, celui-ci est lié avec celui-là. Par exemple, c'est ce que je veux dire. Voilà, il y a des liens qui sont voilà, établis entre cellules. C'est ça que je veux dire. Ensuite, après, ben, vous devez faire un travail voilà, de présentation. Hein. Il y a un travail de présentation. Et là, le travail de présentation du tableau, ben, c'est un travail, je veux dire, on va dire artistique. C'est artistique. Vous allez ménager, voilà, le formatage avec bien sûr avec les couleurs. Voilà, les couleurs, la présentation du tableau. Formatage, voilà, non pas des données. Hein. Quand je dis formatage, c'est le formatage, je veux dire des écritures. Non pas des données, parce que formatage des données, c'est dire par exemple que la cellule doit contenir des entiers, par exemple, ou des lettres. Voilà, ça c'est le formatage de la cellule. Mais c'est pas ça que je veux dire ici. Ici, je veux dire dans le sens où on va mettre du gras, de l'italique, du souligné, du barré, voilà, etc., etc. Voilà, de caractères de autant de caractères de hauteur, voilà. Quel type de caractère, voilà, c'est ça, ça s'appelle ça formatage. C'est le formatage, voilà, des caractères. Voilà, caractères. Et puis, derrière ça, vous mettez en couleur, soit les caractères, soit... et vous pouvez adjoindre, bien sûr, des images. Hein. Vous pouvez adjoindre des images. Donc, et ça fait partie là, de la présentation pour pouvoir, bien sûr, à la fin, imprimer, sortir un document professionnel. Professionnel. Voilà. Maintenant, 3 en mettre, ça ne va pas non plus. Pas en mettre assez. Ça doit être soft. Soft à lire. Hein. Soft à lire. Alors, à ça, vous pouvez adjoindre voilà, un tableau. Voilà, par exemple, je m'excuse, pas un tableau. Euh, insérer, comment on appelle ça, un graphique ou une courbe. Ouais, par exemple, un graphique. Vous allez prendre ce graphique-là, par exemple. Vous avez ceci. Voilà. Vous avez les périodes, et voilà, vous avez jusque. Là, on voit bien que vous pouvez mettre un titre. Hein. Mettre un titre à tout ça. Et bien sûr, vous déplacez le graphique dans une zone adéquate. Comme ceci. Alors, ce qu'on a 1800, oui. On a 3636, oui, etc. Voilà, donc en fait, on a le graphique. Alors, vous pouvez l'étendre un petit peu plus. Comme ceci, vous avez un amortissement qui est annuel progressif. On le voit. Alors bien sûr, ces documents-là, vous pouvez les lier à d'autres documents. Hein, par ce qu'on appelle l'object linking and embedding. Vous pouvez l'envoyer voilà, ailleurs. Maintenant, vous pouvez faire un copier-coller aussi. Copier-coller. Donc par exemple, par une impression d'écran. Une impression d'écran, voilà, j'imprime. Ouais, ici, bon, on s'en fout. Par exemple, je vais le copier ici, dans Paint. Voilà, et je récupère, voilà, ceci. Par copier-coller. Ah, je pourrais voilà, travailler sur base de ça.
Alors ici, vous pouvez aussi travailler aussi. Vous n'êtes pas obligé de travailler sur Excel. Vous pouvez modifier aussi ici. Par exemple, ici, vous allez mettre des graphiques. Amortissement progressif. Alors, je peux descendre les caractères ici, soit 18. Bon, alors, on va mettre en 12. Il l'a toujours mis en 12. Alors, amortissement progressif. Là, vous pouvez voilà, faire une impression voilà, de ceci. Ouais, faire une lecture. Voilà, et donner ces chiffres-là. Ben, on peut les mettre, ben, voilà, c'est intéressant. Si quelqu'un veut voir l'amortissement voilà, de ce bien immobilisé, par exemple, par exemple, c'est un bien corporel palpable, tel que mobilier, machine ou peu importe. Eh bien, voilà, un tableau, on tire le tableau là, et la personne, voilà, le responsable n'a plus qu'à lire ces chiffres. Il peut même aller voir dans le tableau, voilà, comment on appelle ça, les graphiques. Il a tout ce qu'il faut. Il sait voir tout. Il sait tout voir. Et donc, et ça, on peut le présenter pour un patron assez facilement. Bon, les amortissements de telle machine, ça vaut autant. Moi, j'ai fait les calculs, ça va revenir à autant par année. Voilà. Maintenant, ceci, attention, petite remarque que je ferai, on peut avoir aussi une vue sur l'achat d'une machine et se dire, bon, combien ça va, voilà, combien de temps on pourra l'amortir et combien, voilà, combien elle sera amortie. Je veux dire, combien elle sera amortie. Combien elle sera amortie. Et donc, on peut faire aussi, voilà, une demande au patron. Je veux dire, bon, on a des ouvriers qui voudraient bien avoir une machine pour se simplifier la vie parce qu'ils ont des difficultés, voilà, pour faire des tâches. Et donc, ils voudraient bien acheter une machine spécifique pour faire, je veux dire, aider les ouvriers à faire certaines tâches qu'ils ont difficiles. Donc, à ce moment-là, on peut proposer à un patron de se dire, écoutez, ouais, pourquoi pas on achèterait cette machine-là qui aiderait les ouvriers, voilà, ça leur permettrait un gain de temps, par exemple, voilà, un gain de temps, un meilleur rendement, voilà, je veux dire, etc., etc. On met les points de vue positifs qui pourraient ramener cette machine. Elle pourrait être avec plus de rendement, elle pourrait travailler plus longtemps, etc., etc. On pourrait mettre les points, voilà, les points positifs que la machine peut ramener. Et alors, on pourrait aller vers le patron et dire au patron, bon, voilà, la machine, est-ce que ça vous intéresse pas de l'acheter? Voilà, on l'amortirait, voilà, comme ceci. Vous mettez le tableau d'amortissement. Ici, ça peut intéresser le patron. Bah, et s'il vous dit oui, il va lancer les financements. Et les ouvriers auront cette machine-là. Ils seront formés, bien sûr, à l'usage de la machine. Parce qu'il y a toujours une formation derrière tout ça. Quand il y a une nouvelle machine, bien sûr, le but, c'est pas de faire je sais tout et de finir par casser quelque chose, puisque ça va être un coût énorme à supporter. Donc, il n'y a pas je connais tout, c'est moi qui touche en premier, je touche n'importe quoi. Non, pour toucher une machine, il faut être formé. Point. C'est comme ça. C'est pas votre machine. Ceux qui travaillent dans une entreprise, il doit être formé sur une machine. Parce que le moindre mauvais geste, bon, je veux dire, ça pourrait être très coûteux pour l'entreprise en termes voilà, d'investissement d'une machine que bon, la personne croyait savoir utiliser. Ben, je veux dire, et pour finir, fait une gaffe, et il vient la casser. Donc c'est pour ça que sur une nouvelle machine, il y a toujours voilà, une formation à faire. Hein. On monte tous les tenants et les aboutissants pour pas que la personne vienne casser la machine. Comment utiliser la machine, je veux dire, du mieux que l'on peut. Voilà, et on joue pas le petit malin voilà, à faire croire que bon, on connaît tout, on est touche à tout, on sait tout. Non, ça va pas comme ça, parce que le jour où la machine casse, ben, on peut se retrouver avec, voilà, on peut avoir voilà, se faire virer tout simplement parce que je veux dire, voilà, on n'a pas respecté les règles. Voilà, que quand on a une nouvelle machine, on est formé d'abord sur la machine avant de l'utiliser. Et pas, je veux dire, voilà, voilà jouer au petit malin, et après casser la machine, et puis après, c'est quoi? C'est l'entreprise, ça retombe sur le nez de l'entreprise, rien que par un jeu malsain que la personne, moi je veux dire, était touche à tout. Ça va pas comme ça. Ça va pas comme ça. Donc,
quand on a une nouvelle machine, mais il y a d'office de la formation derrière. Hein, d'office. Bon, comment utiliser cette machine-là, comment la, voilà, connaître toutes les spécificités, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'entretenir, et tralali, et tralala, et voilà, connaître les aboutissants, tous les tenants et les aboutissants, voilà, de cette machine-là. Une machine n'est pas l'autre. Il y a différents types de machines. Voilà, je veux dire, les machines, c'est ce qui, voilà, c'est ce qui fait tourner les entreprises, hein, en général. Les entreprises de production, moi, c'est les machines qui les font tourner, je vous le dis tout de suite. Donc, je veux dire, euh, donc, euh, vous allez dans une entreprise, la plupart du temps, vous trouverez des machines. Hein. Voilà. Les machines sont de toutes sortes. Hein. On retrouve de toutes sortes. Des machines, voilà, robotisées, on en retrouve de toutes sortes. Et elles font de la peinture, elles font du sciage, elles font de, voilà, du taraudage, elles font de, voilà, de les bavurages, elles font de, voilà, de l'usinage, cylindrique, peu importe, voilà, de l'usinage. Voilà, elles font du transport, elles font voilà, de la manutention, elles font les machines font les machines font du scan, elles font voilà tout ce que vous voulez. Hein. Les machines elles font tout ce que vous voulez. Hein. Il suffit de demander, je veux dire, la machine que vous voulez, on peut la fabriquer et vous la vendre. C'est pas un problème. Ça. On peut même faire des machines qui construisent des maisons. Je peux vous le dire. Voilà, des machines robotisées qui pourraient construire une maison. Simplement, le coût serait cher. Voilà, par rapport à de la main d'œuvre, parce que bon, les machines, bon, pour que ça coûte moins cher, il faut un peu, voilà, il faut qu'on en retrouve, qu'il y ait des commandes, beaucoup de commandes. Quand il y a beaucoup de commandes, voilà, le prix de revient de production diminue quand on sort en quantité. Mais quand on sort du spécialisé, bon, ça coûte cher le spécialisé. Une machine spécialisée, ça coûte cher. Voilà, si tout le monde n'achète pas cette machine-là, mais il faut la fabriquer uniquement pour un client. Et ça peut prendre du temps pour la fabriquer, ça va coûter. Ça va coûter. Donc, ici, une machine, euh, voilà, une machine, il faut. Il y a des machines spécialisées voilà, que tout le monde n'utilise pas. Et donc, c'est un grand coût. Mais sachez qu'on peut construire ce qu'on veut avec des machines. Hein. Voilà, les machines. Déjà, quand il y a de la manutention, de grosses charges, bon, eh bien, c'est déjà ça. Donc, les grosses charges, généralement, c'est fait par euh, des systèmes, on va dire, pneumatiques, hein, avec de l'huile. Ces grosses charges, c'est fait avec des machines avec de l'huile. Bon, manutention, transport, je veux dire usinage, sciage, sciage c'est de l'usinage, ébavurage, limage, découpe, voilà, wheelage, parce que le wheelage, c'est des machines à port de l'huile. On peut wheeler certaines parties voilà, opératives, le wheelage, tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. Voilà, le façonnage, voilà, il y a beaucoup de machines qui peuvent faire beaucoup de choses. On va dire comme ça. On peut faire du mélange. On a des mélangeuses, des broyeurs, on a tout ce que vous voulez. Un tapis roulant, broyeuse, mélangeuse, etc., etc., etc. Bon, il y a des concasseurs, des pulvérisateurs. Des machines, c'est pas ce qui manque. Hein. On peut en construire des milliers, des milliers, des milliers. Ça dépend le milieu industriel où on est. Voilà. Si on est dans un chantier, ben, on a des carotteuses, on a des grues, on a toutes sortes. Voilà, mais dans une entreprise, on a autre chose. Voilà. Il faut voir l'entreprise, ce qu'elle est. Ben voilà. En tout cas, bon, je vous ai mis un exemple voilà, d'amortissement progressif. Je vous remercie.